L'Instant Mag de Magali Barthès. Parce que la libération de tous les otages est notre vœu le plus cher en ce début d'année, nous avons souhaité faire la lumière sur la belle initiative du collectif féministe franco-israélien No Silence, fondé par deux sœurs et leur mère. Et Mélanie Pauly-Geiss, la fondatrice de ce collectif, est aujourd'hui avec nous pour en parler. Bonjour à vous. Bonjour Magali. Ce qui caractérise votre collectif, c'est sa dimension universaliste. Absolument, humaniste et universaliste et laïque. On est différencié puisqu'évidemment ce collectif est né lorsque les masques sont tombés d'autres organisations féministes qui malheureusement n'étaient ni universalistes ni humanistes lorsqu'elles ont refusé de s'emparer des combats féministes que pouvaient mener les Israéliens et les Juifs aux mains des terroristes. Il est en effet urgent d'agir pour que tous les otages soient libérés et pour que la mémoire des victimes de ces pogroms ne soit jamais oubliée. Alors, à travers le collectif No Silence, vous souhaitez alerter sur le sens des mots. Vous qualifiez ce qui s'est passé le 7 octobre de génocide, ce que beaucoup se refusent de dire. Oui, en fait, c'est vrai que on commence à utiliser ce terme dans la mesure où en fait on a connaissance de documents et de témoignages puisqu'il y a des terroristes qui ont été interpellés et qui ont été auditionnés, qui prouvent qu'il y avait une stratégie de l'organisation terroriste en tant que telle du Hamas de détruire la femme en tant qu'être vivant, puisqu'en plus c'est elle qui porte la vie et qui assure la continuité des générations. Et donc c'était un axe et c'était un outil. C'est un outil. Malheureusement, il faut que j'en parle aussi au présent parce qu'on a des suspicions que pour les otages qui sont encore en captivité, ils subissent les mêmes sévices. Ça a été un outil de pression, ça a évidemment été un outil de massacre, c'est une arme de guerre, comme le qualifie l'article 6, 7 et 8 du statut de Rome, c'est une arme de guerre, le viol, et on peut parler aujourd'hui de génocide dans la mesure où il y a eu une tentative d'éradication de la population féminine. Et de la même manière que l'on commence, et je le dis avec précaution, puisqu'évidemment on n'a pas forcément encore tous les comptes rendus d'enquête, des émasculations, on va appeler les choses comme elles sont, pour évidemment ici détruire l'appareil reproducteur de l'homme. Il est en effet essentiel de s'appuyer sur les preuves que vous évoquez pour dénoncer ces massacres. Et vous avez une finalité, vous l'évoquiez, que le droit reconnaisse l'agression sexuelle comme une arme de guerre. C'est ça, absolument. Alors c'est vrai que le fonctionnement du collectif, ce sont des actions dites d'happening, donc ce sont pas des manifestations traditionnelles ou au marché dans la rue, ce sont des actions symboliques pour appuyer une revendication. Et en effet, dans nos revendications, en fait, on a trois mots-clés dans ce collectif. Évidemment, vous évoquiez la reconnaissance du pogrom, la reconnaissance des massacres et des crimes sexuels et des viols comme armes de guerre. On a évidemment un travail de mémoire de ce qu'ont vécu les victimes et les otages. Et ensuite, on a un combat de reconnaissance et de réparation, c'est très important, pour qu'à un moment aussi, il y ait une coalition internationale et nationale et européenne qui, à un moment, politiquement, juridiquement et financièrement, accompagne les victimes. L'évolution aujourd'hui du droit international nous paraît très importante, dans la mesure où en fait aujourd'hui on est capable de qualifier un acte terroriste, on est capable de qualifier le viol comme arme de guerre, mais aujourd'hui il y a un vide juridique dans la partie internationale où le terrorisme qui est guidé en raison de la race, de la religion ou du genre n'est pas qualifié. Et ce sont évidemment pour nous des circonstances aggravantes parce que, excusez-moi du terme et de le caricaturer comme ça, c'est pas un terroriste qui prend une kalachnikov et qui rafle une population, d'accord? Là c'est un acte politique avec une feuille de route politique islamique. Voilà, donc évidemment pour nous l'enjeu, et c'est tout ce travail de fond que l'on fait aussi avec les autorités pour faire reconnaître et pour faire évoluer ce droit, et qu'aujourd'hui les cours compétentes, et nous, notre souhait, c'est que la Cour pénale internationale se saisisse du sujet et qu'il y ait un procès qui prenne en compte toutes ces dimensions. Il est essentiel de le rappeler, en effet, trop de personnes réagissent par corporatisme, une situation insupportable. Et alors vous multipliez les actions, pas seulement des happenings, mais également des expositions ou autres pour briser le silence persistant de certains médias et institutions. Alors il y a ceux qui en parlent, il y a ceux qui en parlent avec des termes qui nous hérissent le poil. Quand on entend des responsables politiques qui sont censés représenter les valeurs républicaines, et je pense évidemment à LFI qui nous explique que le Hamas c'est les combattants de la liberté, et je vous passe évidemment les tweets ignobles en ce moment de Thomas Porte, de Mathilde Panot, Bono et toute cette clique qui dépasse l'entendement. On fait des happenings pour sensibiliser, donc un édito évidemment qui va soit mettre doigt
à dos des otages israéliens et des Palestiniens qui, je vous rappelle, sont en prison pour des faits de terrorisme, évidemment, nous, on prend la parole sur le sujet pour rétablir la vérité. C'est une vérité et c'est une prise de position politique lorsque on commence à donner des oui-mais au terrorisme. Le terrorisme n'a aucune excuse, le viol ne souffre d'aucune excuse. Voilà. Et à un moment, il faut appeler un chat, un terroriste, un viol, un viol. Voilà. Donc ça, évidemment, c'est notre philosophie. Donc on fait des happenings et des happenings symboliques, des fois avec une dimension extrêmement large pour parler des victimes, pour parler des otages et de ce qu'elles ont vécu et qu'on matérialise aujourd'hui l'horreur qui se déroule sous nos yeux depuis le 7 octobre. Il est en effet essentiel de multiplier les supports pour toucher un large public et vous ne comptez pas en rester là puisque vous allez même vous associer à d'autres collectifs. Absolument, il y a beaucoup de collectifs. On connaît le collectif du 7 octobre qui a ce travail de suivi des familles, d'identification des otages et puis chacun après a pris un domaine entre guillemets, si vous me permettez de le dire ainsi, de compétences parce qu'on ne peut pas traiter de tous les sujets et donc on s'associe aussi et malheureusement on a une date d'anniversaire triste qui va arriver le 14 janvier, qui sera les 100 jours de captivité. Alors, à l'heure où on se parle, je ne peux que souhaiter qu'une chose. On n'est pas besoin de manifester pour ces 100 jours, pour la libération des otages, mais là, on va faire une journée unitaire avec tous les collectifs. Bonot Alternativa, qui est un collectif féministe israélien, le collectif du 7 octobre, Courir pour les otages, en tout cas toutes les initiatives aujourd'hui qui existent pour la défense des otages, l'United, Women United for Peace, etc., les citadelles aussi. On va s'unir, les bracelets jaunes, le forum des familles, pour cette journée unitaire autour des otages et ainsi porter leur voix et aussi commémorer malheureusement nos morts. Et il faut mentionner également la commémoration de la Shoah le 23 janvier qui sera l'occasion d'associer la mémoire des victimes de la Shoah à celle des pogroms du 7 octobre et de dénoncer aussi le négationnisme qui sévit encore sous la forme de l'antisionisme. Absolument. Aujourd'hui, je crois qu'on a tous grandi avec la Shoah, le spectre, excusez-moi d'utiliser ce terme, de la Shoah, avec c'est plus jamais ça, qu'on a entendu et répété, et quand il y a un meurtre antisémite, quand il y a des propos antisionistes ou antisémites, chaque fois on dit plus jamais ça. Et moi, il y a une phrase que j'adore citer, parce que je sais pas encore pour le moment trouver de phrase de plus juste, c'est celle de Golda Meir qui disait « Je préfère vos condamnations à vos condoléances ». Alors aujourd'hui, oui, on va commémorer, il y a la commémoration européenne de la Shoah le 23 janvier, dans le respect aussi de la mémoire des familles qui ont traversé la Shoah et dans le respect de la mémoire. Aujourd'hui, ce que l'on a vécu avec le 7 octobre, c'est encore pire que la Shoah. Et en plus, ça réveille malheureusement tout cet antisionisme, cet antisémitisme et ce négationnisme que vous mentionnez. Donc évidemment, il faut qu'on prenne la parole, il faut qu'aujourd'hui, on se mobilise, la communauté juive, mais aussi non juive, parce que moi aussi, mon vœu le plus cher, et c'est le sens de ce collectif, c'est qu'on est un collectif mixte. Il y a des juifs comme des non-juifs, des israéliens comme des non-israéliens, et aujourd'hui, c'est notre force, et c'est cela qu'on veut rassembler. C'est un moment, une force collective qui dit, ok, moi, je veux que cette société change sur l'antisémitisme, change sur l'antisionisme et qu'elle se mobilise à nos côtés. Et donc la Shoah, comme d'autres actions, sera aussi, dans le respect de la mémoire de chacun, de marquer notre présence. Et pour que toutes ces femmes otages ne sombrent pas dans l'oubli, vous avez réalisé leur biographie. Absolument. C'est un travail conjoint avec le collectif du 7 octobre que je mentionnais précédemment, qui fait tout ce travail d'identification et de suivi des otages. On travaille ensemble et typiquement, on fait un premier défilé le 21 décembre à Levallois-Perret devant le L. On va en refaire un pour la Fashion Week le 21 janvier. Il y a une lecture biographique des otages parce que ce qui est important pour nous aujourd'hui, pour pouvoir parler des otages, on les voit sur les affiches, on en parle, mais c'est de les matérialiser humainement. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a eu un tel écart entre les images que l'on a vues lors du pogrom et puis la sortie des otages. Je pense que tout le monde a eu un choc quand ils ont vu physiquement les otages et plus que des noms. Miachem, évidemment, oui. Et Miachem, évidemment, moi, pour ne rien vous cacher, quand j'ai vu Miachem, j'avais les poils hérissés, j'en ai pleuré de la voir, cette beauté, de la voir dans cet état. Donc, nous, on leur redonne vie par ce défilé de mode. Alors, c'est pas un défilé de mode au sens où on aimerait le voir, mais on les fait défiler, on fait une lecture biographique de chacune. Parce que ce sont des gens qui ont une vie, qui aimaient la vie, qui aimaient leurs amis, qui aimaient faire la fête, qui aimaient boire, qui aimaient manger. Des citoyens libres, voilà. Et pour illustrer votre combat, il faut aussi parler que vous avez fait appel à l'artiste Philippe Elie Kassabi, plus connu sous le nom de Peck. Écoutez, oui, Peck nous accompagne. Il nous a fait l'honneur de dessiner notre logo.
Il continue à le faire puisque c'est lui qui signe chacune de nos affiches, chacun de nos événements. Et aujourd'hui, on a cet enjeu de redéfinir, pardon, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais je veux quand même le dire, de définir un féminisme qui n'existe plus, qui a été complètement pris par l'extrême gauche, islamo-gauchiste, qui, excusez-moi, je vais utiliser peut-être un gros mot pour certains, qui flirte malheureusement beaucoup trop avec l'antisémitisme. Nous, on a ce rôle de définir un féminisme, de définir une identité. Et je suis très heureuse qu'un dessinateur puisse traduire ce que l'on a envie de dire en dessin et modernise justement ce féminisme poussiéreux et qui malheureusement n'est pas du tout universaliste. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview contre l'oubli. À Radio JN, naturellement, nous n'avons pas l'indignation sélective. Et pour en savoir plus sur le collectif No Silence, vous pouvez vous rendre sur la page Instagram ainsi que X, collectif No Silence 710. Merci beaucoup Magali du temps que vous nous accordez. Et c'est normal. Au revoir. Au revoir. L'instant mag de Magali Barthès.